L'été en France baignait la côte d'Azur dans une lumière dorée, où les vagues de la Méditerranée murmuraient contre les falaises. Le complexe hôtelier de Luxembourg, perché sur une colline surplombant Nice, scintillait sous des guirlandes lumineuses, l'odeur du jasmin se mêlant à la brise marine et aux effluves de vin rosé. L'élite parisienne et internationale sirotait du champagne sous des auvents de soie, riant et discutant sur une terrasse en pierre bordée de citronniers. Alexandre Hérault, PDG de Luxembourg Resort, se tenait au cœur de cette opulence, son smoking impeccable contrastant avec la chaleur moite de juillet. Les conversations fusaient, mais ses pensées étaient ailleurs, jusqu'à ce qu'une voix frêle le ramène à la réalité. « Monsieur, elle est trop faible pour mendier », murmura une petite fille. Les mots, comme un souffle d'outre-tombe, percèrent le brouhaha des vers et des rires. Alexandre se tourna lentement, incertain d'avoir bien entendu. Une fillette, pas plus de 4 ans, se tenait pieds nus au bord des marches de marbre. Sa robe était délavée, déchirée aux ourlets, et ses joues creuses trahissaient une faim ancienne. Elle serrait un prospectus froissé de l'inauguration du complexe, son visage à lui, souriant et soigné, la regardant depuis le papier glacé. « Monsieur », répéta-t-elle, plus bas, presque un murmure. « Elle est trop faible pour mendier. » Avant qu'il ne puisse répondre, 2 agents de sécurité s'avancèrent, leurs mains prêtes à intervenir. « Attendez », lança Alexandre, levant une main autoritaire. « Ne la touchez pas. » La fillette tressaillit, reculant d'un pas, mais sa petite main saisit la sienne, ses doigts glacés contre sa paume chaude. « S'il vous plaît, chuchota-t-elle, par ici. » Il se laissa guider, intrigué et inquiet. Ils traversèrent la terrasse du jardin, passant devant des invités médusés, leurs murmures s'élevant comme une brise. Ils descendirent un chemin de galets derrière le complexe, où les échos de la musique et des rires s'évanouissaient. La fillette, silencieuse, avançait avec une détermination surprenante pour son âge. Ils traversèrent l'allée des voituriers et s'enfoncèrent dans un parking ombragé, où des voitures de luxe, Maserati, Porsche, Aston Martin, brillaient sous un éclairage tamisé. Mais elle le guida au-delà, vers un coin sombre où une vieille Renault rouillée semblait abandonnée. La voiture tremblait légèrement, un mouvement presque imperceptible. Le moteur était éteint, le pare-choc arrière affaissé. Elle n'avait rien à faire là. Alexandre s'approcha du coffre, une pression croissante dans la poitrine. « Y a-t-il quelqu'un dedans ?» demanda-t-il, la voix basse. La fillette hocha la tête, grave. Elle ne pouvait plus marcher. Il hésita, puis ouvrit le coffre, et se figea. Une femme gisait à l'intérieur, recroquevillée, immobile. Ses cheveux blonds, emmêlés, couvraient son visage. Ses bras, maigres et couverts d'échymoses, l'entouraient comme pour se protéger. Ses lèvres pâles s'entr'ouvraient à peine. Mais ce visage... Mon Dieu, ce visage... Sa vision se brouilla, le temps s'effaça. Célestine. Elle avait disparu 5 ans plus tôt, après un prétendu accident de voiture sur une route côtière près de Cannes. Aucun corps n'avait été retrouvé, seulement des débris tordus. Les journaux avaient conclu à sa mort, et Alexandre l'avait pleurée, l'avait enterrée dans son cœur. Pourtant, elle était là, vivante, à peine respirante. Il tendit la main instinctivement, cherchant son pouls. Il était là, faible, filant. Sa gorge se noua. La fillette murmura à côté de lui. « Elle a toujours dit que vous étiez réel. » Les gardes les rejoignirent, leurs lampes de poche tranchant l'obscurité. « Monsieur, que se passe-t-il » Alexandre les coupa, se plaçant devant la voiture. « Appelez une ambulance. » Maintenant. Il se tourna vers Célestine et la souleva doucement du coffre. Elle remua à peine, ses paupières frémissant. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, même à travers la douleur, il y avait une lueur de reconnaissance. Il la porta jusqu'à la banquette arrière, l'allongeant avec soin sur les coussins usés. La fillette grimpa à côté d'elle et prit sa main. « C'est ma maman » murmura-t-elle, ses yeux farouches et épuisés fixant Alexandre. Il déglutit, bouleversé. « Comment vous appelez-vous »« Liliane » répondit-elle. Il hocha lentement la tête, tentant d'assimiler l'impossible. « Nous allons l'aider » dit-il doucement. « Je vous le promets. » Les sirènes hurlaient au loin, résonnant sur les vagues. Alexandre fixait la femme qu'il avait aimée plus que tout, sa poitrine se soulevant à peine, comme un souffle d'espoir. Liliane se pencha et murmura, plus doucement. Elle est trop faible pour mendier, mais pas pour se souvenir. Dans le hall de l'hôpital de Nice, les portes vitrées réfléchissaient les néons. Liliane serrait toujours la main d'Alexandre, tenant celle, inerte, de sa mère, alors que les ambulanciers emportaient le brancard. « Je m'appelle Hérault, dit-il à la réceptionniste. Je les ai trouvés près de la plage. Elle a besoin d'aide. » Il repoussa les paparazzis, éteint les journalistes à distance.
s'assurant que l'histoire de la femme mystérieuse reste secrète. Célestine fut emmenée en soins intensifs, et Liliane fut conduite dans une salle d'attente pour enfants, remplie de livres de coloriage et de chocolat chaud. Alexandre, encore en smoking, se tenait devant la salle de traumatologie, ses chaussures vernies résonnant sur le linoléum. Il était hors de place, vulnérable. 5 ans plus tôt, il était tombé amoureux de Célestine, une étudiante en art à Aix-en-Provence, aux cheveux dorés et aux yeux pleins de douceur. Elle peignait des couchers de soleil sur la Méditerranée, avec une passion qui défiait son monde corporatif. Elle avait refusé les offres de son père, Grégoire Hérault, pour l'acheter avec des contrats. Elle voulait un amour authentique, pas une transaction. La dernière nuit où ils s'étaient parlé, sa voix tremblait. « Je ne peux pas devenir quelqu'un que je ne suis pas, Alexis. » Quelques heures plus tard, sa voiture avait été retrouvée renversée sur une falaise près de Cassis. Pas de corps, seulement le silence. Une infirmière s'approcha. « Monsieur Hérault, la fillette va bien, juste déshydratée. Elle est à l'aile pédiatrique. » Il s'y rendit. Liliane leva les yeux d'un carnet de dessin. « Elle me chante des chansons le soir, dit-elle. Même fatiguée, elle chante doucement. » Alexandre retint son souffle. Célestine lui avait chanté une berceuse en français, allongée près de lui sous la pluie dans son appartement à Paris. C'était sa façon d'aimer, tendre, comme un murmure pour lui seul. « Elle vous appelle Alexis, dit soudain Liliane. » Il se figea. « Alexis, répéta-t-il. Le surnom que seule Célestine utilisait. Elle disait que votre nom était dur à dire quand vous lui manquiez, mais elle l'aimait. Sa poitrine se serra. Seule Célestine l'appelait ainsi. Ses mains tremblaient. Il s'agenouilla. « Pourquoi m'as-tu trouvé, Liliane ?» Elle ouvrit sa main, montrant le prospectus froissé. « Il y avait votre photo. Je l'ai trouvée sur la plage. Je savais que vous pouviez aider. » Il déglutit. Ce prospectus venait de l'inauguration. Il en avait jeté quelques-uns à l'entrée, sans imaginer qu'ils atteindraient quelqu'un. Le destin l'avait placé entre les mains de cet enfant. « Merci de m'avoir fait confiance, » dit-il. Elle se pencha vers lui, épuisée. « Ne l'abandonnez pas encore, » murmura-t-elle. Plus tard, à la station des infirmières, il exigea des informations, identité, dossiers médicaux, tout. Quand l'infirmière hésita, il tendit sa carte. « Alexandre Hérault, contactez-moi s'il y a un problème. » Dans le couloir silencieux, il fixait la chambre de Célestine. Le rire de Liliane résonnait dans ses pensées, pur et lumineux malgré l'horreur. Ses mots, ses yeux, ses croquis simples pointaient vers une vérité qu'il n'avait jamais imaginée. Célestine était vivante. Elle avait souffert, mais survécu. Et elle lui avait donné une fille. Il murmura dans l'obscurité. « Je ne te perdrai pas à nouveau. » Célestine s'éveilla dans un bourdonnement stérile, les lumières fluorescentes projetant des halos flous. Elle crut un instant être encore dans la cellule sombre où le silence hurlait. La panique monta, puis l'odeur du café, le drap frais et le bip des moniteurs la ramenèrent. Elle le vit. Alexandre, près de la porte, immobile, ses yeux emplis de choc, de remords, de chagrin. « Non, je te connais, » rapa-t-elle la voix sèche. « Tu n'es pas sûr. » Il s'avança prudemment. « Tu es en sécurité maintenant, chez toi. » Elle secoua la tête, des larmes coulant. « Ne dis pas ça, je ne sais pas ce qui est réel. » Sa voix se brisa. Leurs regards se croisèrent. Une lueur de reconnaissance scintilla. Liliane remua au bord du lit, grimpa sur une chaise et plaça un carnet et un crayon dans la main tremblante de sa mère. « Dessine, maman. »« Tu peux ?» Célestine fixa le crayon comme une arme, un souvenir douloureux. Elle tenta de dessiner, mais sa main tremblait, traçant des lignes chaotiques. Elle pressa sa paume contre le papier, brouillant tout, incapable de continuer. Plus tard, Alexandre apporta un plateau. Jus, soupe, pain chaud. Il le posa sans un mot, puis s'agenouilla avec Liliane, l'aidant à dessiner. « Une plage, » dit-elle, pointant les couleurs. « La préférée de maman. » Célestine tourna la tête. Une scène de plage. Lumière sur les vagues. Soleil éclatant dans un ciel orange et or. Un lieu dont il rêvait autrefois. Sa gorge se serra. Alexandre dessina un soleil sur la mer. « Le soleil revient toujours, » murmura-t-il. Cette nuit-là, il nourrit Liliane, apporta du jus à Célestine. Quand elle refusa, il tint le gobelet. Elle but lentement, ses yeux ne quittant pas les siens. Il resta présent, discret, lançant une enquête via des contacts privés sur les réseaux de trafic en Europe de l'Est. Le nom Monsieur Hérault, dans l'histoire de Liliane, le hantait. Il écarta son père, Grégoire, pour l'instant. Le 3e matin, voyant Liliane et lui partager des crayons et des rires, Célestine craqua, sanglotant dans sa couverture. Il s'approcha, surpris. Liliane leva des yeux confus. Il s'agenouilla et offrit une cuillère de soupe.
Elle résista, puis la prit. « Savais-tu qu'elle est ta fille ?» murmura-t-elle. Il déglutit. « J'espérais, mais je ne savais pas jusqu'à maintenant. » Ses yeux s'embuèrent. « Je voulais te le dire, mais je ne pouvais pas. J'étais seul. » Il prit sa main. « Tu ne l'es plus. » Ils restèrent silencieux, Liliane blottie contre sa mère. Alexandre sortit, laissant un dessin, une main d'enfant vers un soleil levant. Célestine serra Liliane. « Je vais essayer à nouveau, » murmura-t-elle. Dans son lit d'hôpital, Célestine fixait le plafond, incertaine de ce nouveau monde. Alexandre, Liliane sur les genoux, était à ses côtés. « J'ai peur, » dit-elle. « Je n'ai plus ma place dans ton monde. » Il répondit doucement. « Tu as ta place avec nous. » J'étais caché dans un sous-sol en Europe de l'Est, déplacé comme une marchandise. Pas de nom, pas de maison. Je survivais en pensant à toi. Liliane serra sa main. Célestine trembla. J'ai entendu le nom Monsieur Hérault. Je pense que c'était ton père. Alexandre tressaillit, serrant Liliane. Il est dans l'entreprise familiale. Célestine continua. Je n'ai jamais vu l'homme, mais je murmurais ton nom pour survivre. Il se pencha. Je veux tout savoir. Déplacé de cellule en cellule, numéroté. Il vendait des femmes, des enfants. J'étais enceinte une fois. Ils ont pris l'enfant, sauf Liliane. Elle caressa ses cheveux. Alexandre posa sa main sur la sienne. Je trouverai les responsables. Il enquêta discrètement, accédant à des archives. Il découvrit des charities fictives en Europe de l'Est. Cette nuit-là, il entra dans le manoir de son père à Saint-Tropez, ouvrant un coffre-fort interdit. Il trouva un pendentif en or, celui offert à Célestine sous un olivier à Aix. Une fureur silencieuse monta. Le lendemain, il posa le pendentif près du dessin de Liliane, un soleil perçant les nuages. Célestine pleura. « Dans ton sous-sol, as-tu entendu parler de dons de Monsieur Hérault ?» Elle hocha la tête. Il disait charité, mais nous avions des prix. Il serra le pendentif. « Je veux des dossiers. Virement, compte offshore, tout ce qui touche Luxmer. » Cette nuit-là, il traça des millions transférés, depuis la fondation de l'entreprise, vers des organisations obscures, sous le nom de Monsieur Hérault. Une entrée correspondait à la disparition de Célestine. La vérité le frappa. Son père finançait les réseaux qu'il avait retenus. « Je ne la laisserai pas souffrir à nouveau, » murmura-t-il. Il montra les documents à Célestine. Elle lut, tremblante. Liliane regardait, poings serrés. Célestine pleura, de reconnaissance et de soulagement. Ils s'assirent, Liliane entre eux, peignant ensemble. La famille, fragile, scintilla dans la lumière. Le bureau de Grégoire Hérault, à Monaco, sentait le cuir et le bois poli. Alexandre, en costume, tenait un dossier de preuves. Grégoire, 63 ans, le regardait froidement. « Tu m'as convoqué, dit-il. Nous devons parler. Tu m'as appris la cruauté du monde, mais tu l'as dirigé. » Alexandre fit glisser des relevés sur le bureau. « Explique ses dons à des charities fictives en Europe de l'Est, au moment où Célestine a disparu. » Grégoire s'assombrit. « Des investissements, de la générosité stratégique. » Alexandre inspira. « Des investissements dans le trafic humain. J'ai trouvé le pendentif de Célestine dans ton coffre. » Grégoire se leva. « Le monde est dur. Je protégeais notre nom du scandale. Ta mère a tout ruiné. Célestine était un danger. Je l'ai écartée. » Alexandre sentit sa loyauté se briser. « Tu as armé notre pouvoir pour ton intérêt. » Grégoire répondit. « Tout était pour la famille. Alors je ne suis plus ton héritier. Luxmer n'est pas mon héritage. La justice l'est. » Il laissa les registres. « Je brûlerai un privilège bâti sur la douleur. » Il retourna à l'hôpital. Célestine assise, Liliane endormie sur ses genoux. « J'ai démissionné de Luxmer, dit-il. Je refuse ce rôle. Je vais tout exposer. » Il prit Liliane dans ses bras. « Je travaillerai avec des fondations pour aider des gens comme nous. » Célestine pleura. « Tu risques tout. » Il caressa ses cheveux. « Rien ne vaut plus que la vérité. » Il lui tendit un dessin de Liliane, un soleil à travers les nuages. « Nous reconstruisons ensemble. » Dans une cabane près de Cassis, l'aube était voilée de brume. Alexandre et Célestine étaient à une table jonchée de crayons. Liliane dormait. « Tu n'as pas à affronter les caméras, » dit-il. Célestine trembla. « J'ai survécu dans le silence. La lumière me briserait. Je veux que tu sois toi, la femme dont je suis tombé amoureux. » Elle répondit. « Elle n'existe plus. » Il secoua la tête. Elle avait juste besoin de temps. La cabane sentait le pain. Ils étaient là pour guérir, loin des médias. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle. « Pour respirer, découvrir qui nous sommes hors du passé. » Il lui tendit un crayon. Liliane apparut, tenant son carnet. « Maman, dessine avec moi. » Célestine traça un horizon tremblant.
Alexandre dessina ciel et mer. Liliane les observait. Pour la première fois, Célestine créait de la lumière, pas de la douleur. Ils dînèrent simplement. Soupe, pain, fruits. Liliane choisit une playlist douce. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda Célestine après le coucher de Liliane. « Parce que tu mérites la tendresse, pas la pitié. » Elle murmura. « J'ai peur de te perdre encore. » Il repoussa une mèche de ses cheveux. « J'étais enceinte, mais j'ai perdu le bébé. Je pensais ne plus mériter l'amour. » Il répondit. « Liliane est aussi ma fille. » Elle pleura. « Je pensais que tu partirais. » Il la serra. « Je veux construire quelque chose de réel. » Leurs lèvres se rencontrèrent, hésitantes, électriques, un baiser comblant le temps. « Je serai toujours là, » murmura-t-il. Liliane entra, souriante, et se blottit contre eux. Célestine sourit. Je me souviens comment sourire. Il posa sa joue sur la tête de Liliane. Et je me souviens pourquoi je t'aime. Dans la salle du conseil de Luxmer à Paris, Alexandre diffusa un enregistrement. Une assistante a enregistré mon père autorisant des dons à des charités fictives liées à des disparitions. La voix d'une assistante résonna. Les fonds Monsieur Hero Trust finançaient le trafic humain. Les visages blêmirent. Alexandre coupa le son. Je ne pouvais pas laisser cet abus caché. Les médias explosèrent. Alexandre présenta des preuves. Relevé message. Je démissionne comme PDG. Je refuse de diriger un mensonge. Je crée la Fondation Lumière de Liliane pour les survivants. Un membre du conseil protesta. Contenons les dégâts. Alexandre répondit. Reconstruisons la confiance. Il quitta Luxmer, tenant le carnet de Liliane et le pendentif de Célestine. À la cabane, il retrouva Célestine et Liliane. J'ai fait ce que j'ai promis. Elle hocha la tête. Veux-tu rejoindre la fondation? Enseigner l'art aux survivants? Elle murmura. Puis-je dessiner à nouveau? Il sourit. Enseigne la guérison par la créativité. Il lui donna une clé. Chaque programme portera ton nom. Ils lancèrent des ateliers dans des refuges. Célestine guidait les survivants, Liliane apportait la joie. Luxmer lança un audit, le nom de Grégoire disparut. Les enquêteurs prirent le relais. Un soir, une survivante offrit une peinture. Lumière à travers le coffre. Célestine murmura. « C'est la guérison. » Alexandre prit sa main. « Parce que tu as choisi la vérité. » Un an plus tard, dans une galerie à Marseille, l'exposition Retour du silence attirait des visiteurs. Au centre, le coffre et la lumière. Une femme dans l'obscurité, tendant la main vers un coffre lumineux. La silhouette de Liliane à ses côtés. Les invités voyaient une histoire d'évasion et de renouveau. Une femme dit à Célestine. « Merci de partager. » Elle hocha la tête émue. « Construisons un monde dont Liliane n'aura jamais à s'échapper, » murmura-t-elle. Alexandre serra leurs mains. Célestine sourit à travers ses larmes, prenant sa main. Liliane les encercla, riant. Alexandre s'accroupit. « Vois-tu la lumière, ma chérie ?» Elle pointa la toile. « C'est toi, dit-il. Tu apportes la lumière. » Célestine guida des enfants dans des ateliers d'art. « Peux-tu m'apprendre l'espoir ?» demanda un garçon. Elle lui tendit un crayon. Alexandre massa leurs affaires, ses mains sur ses épaules. Pas de discours, juste le rire des enfants et la chaleur d'une famille. Célestine dit « Je veux enseigner l'art aux exclus ». Il embrassa son front. « Faisons-le ». Devant la peinture, ils étaient trois âmes liées par la vérité, l'art et l'amour. Le passé brisé s'était transformé en promesse, un monde où aucun enfant ne devrait fuir. Dans cette galerie lumineuse, ils trouvèrent un nouveau départ, réel et éternel. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Histoire de Justice pour des récits émouvants chaque semaine. Likez, partagez et dites-nous, que feriez-vous pour un amour qui refuse d'abandonner? Merci de nous avoir lus. Chaque âme a une histoire.